mari a embrassé sa maîtresse devant moi, alors j'ai pris ses 10 millions de dollars et j'ai divorcé. J'ai 68 ans, et j'ai vu mon mari embrasser sa maîtresse dans notre jardin. Elle avait 30 ans. Lui, 72. Ce qui m'a brisé, ce n'était pas le baiser. C'étaient ces mots. Encore quelques mois et l'héritage de ta vieille sera à nous. Pierre a ri. Elle ne se doute de rien, la sénile. À cet instant, quelque chose en moi s'est éteint. Puis rallumé. Différemment. Je me tenais derrière les volets de notre chambre, à l'étage de notre villa sur les hauteurs de Nice. Le soleil de septembre inondait le jardin. Les bougainvilliers que j'avais plantés il y a 20 ans explosaient de couleurs contre les murs blancs. Pierre était assis sur notre banc en teck, celui que nous avions acheté ensemble lors de notre voyage à Bali. Sophie, cette femme que je croyais être sa nouvelle assistante, était levée contre lui. Leurs bouches se cherchaient avec une familiarité qui trahissait des mois, peut-être des années de mensonges. Mes mains tremblaient sur le rebord de la fenêtre. Le vernis Chanel rouge que je portais depuis 40 ans contrastait avec mes doigts soudain glacés. J'aurais dû descendre. Hurler. Les chasser tous les deux. Mais quelque chose de plus profond me retenait. Une intuition. Un instinct de survie que je pensais avoir perdu après toutes ces années de mariage apparemment parfait. Sophie a rejeté ses longs cheveux blonds en arrière, un geste théâtral qui m'a fait penser aux actrices de cinéma. Elle portait une robe d'été légère qui mettait en valeur sa silhouette jeune. Mon propre reflet dans le miroir de la chambre me renvoyait l'image d'une femme élégante mais marquée par le temps. Mes cheveux courts gris argentés, mon visage où les rides racontaient une histoire de sourire et de soucis, mon corps qui avait porté 3 enfants et survécu à un cancer du sein 5 ans plus tôt. Je n'étais pas Sophie. Je ne le serai jamais. Mais j'étais Claire Dubois, née Renard, héritière d'une fortune familiale bâtie sur 3 générations de succès dans l'industrie pharmaceutique. Cette fortune que Pierre semblait avoir oubliée. Ou pas. Le téléphone. Celui de Pierre. L'ancien. Celui qu'il avait laissé dans la poche de son manteau d'Yvé, dans le placard de l'entrée. Je l'avais trouvé la semaine précédente en rangeant nos vêtements avant le changement de saison. Un iPhone 8, poussiéreux, que je pensais être mort. Mais j'avais eu la curiosité de le brancher. Il s'était allumé. Et je n'avais pas encore osé regarder ce qu'il contenait. Maintenant, je savais que je devais. Mes jambes m'ont porté vers le placard comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Le manteau Burberry de Pierre pendait là, lourd et familier. J'ai glissé ma main dans la poche intérieure. Le téléphone était là, froid contre ma paume. Je me suis installée dans mon petit bureau, la pièce que Pierre appelait en riant mon sanctuaire de femme. Les murs couverts de photos de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos voyages. Notre mariage en 1975 dans la cathédrale de Monaco. Nos 30 ans de mariage aux Seychelles. Nos 50 ans avec toute la famille réunie dans cette même maison. Chaque image me narguait maintenant. J'ai déverrouillé le téléphone. Le code était notre date d'anniversaire de mariage. Quelle ironie. Et j'ai commencé à lire. WhatsApp. Des années de conversation. Des milliers de messages entre Pierre et Sophie. Mon estomac s'est noué dès les premiers mots. Ma vieille va encore chez le médecin demain, écrivait Pierre. On se retrouve à l'hôtel habituel à 14 heures. La date remontait à 3 ans. 3 ans. Pendant que je luttais contre le cancer, pendant que je perdais mes cheveux avec la chimiothérapie, pendant que je vomissais chaque nuit en priant pour survivre, lui couchait avec cette femme. Les messages défilaient. Sophie se plaignait du temps qu'il passait avec moi. Elle exigeait plus d'argent, plus d'attention, plus de promesses. Et Pierre cédait. Il lui avait acheté un appartement dans le Vieux-Nice. Payé une Mercedes. Financer son entreprise de conseil en communication. Mon argent. L'argent de ma famille. Celui que mon grand-père avait gagné en créant le laboratoire Renard Pharmaceuticals. Celui que mon père avait multiplié avec le développement de nouveaux médicaments. Celui que j'avais hérité à la mort de mes parents, il y a 15 ans. Pierre n'avait jamais vraiment travaillé. Il s'était présenté comme homme d'affaires, mais en réalité, il gérait ma fortune. Ou plutôt, il la dilapidait pour sa maîtresse.
Un message m'a glacé le sang. Sophie écrivait, combien elle a de temps encore avec son cancer? Pierre répondait, les médecins disent que c'est en rémission, mais à son âge, ça peut revenir n'importe quand. On doit être patient. Patient. Ils attendaient ma mort. Ils la souhaitaient. Je me suis levée, prise de nausée. La pièce tournait autour de moi. Je me suis accrochée au bureau, respirant profondément. Non. Je ne pouvais pas m'effondrer. Pas maintenant. J'ai continué à lire, même si chaque mot était une lame qui me déchirait. Les messages devenaient plus précis. Plus sombres. Sophie écrivait, il faut qu'elle parte avant Noël. Jen est marre d'attendre. Tu m'as promis qu'on se marierait. Pierre répondait, je sais, mon amour. Je travaille sur un plan. La maison est déjà à mon nom. J'ai falsifié les documents l'année dernière. Elle ne sait pas lire les papiers de notaire. Quand elle partira, tout sera à nous. La maison. Notre maison. Cette villa que j'avais achetée avec mon héritage. Cette maison où j'avais élevé mes enfants, où j'avais organisé des fêtes, où j'avais pleuré mes parents. Ils me l'avaient volée. Légalement, sur papier, elle n'était plus à moi. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Mais j'ai continué. Il fallait que je sache tout. Il y avait des photos. Des vidéos. Une en particulier a attiré mon attention. Elle datait de 6 mois. Je l'ai ouverte, le son au minimum pour ne pas alerter Pierre qui devait être rentré dans la maison. C'était une vidéo prise dans un restaurant chic de Monte-Carlo. Pierre et Sophie, assis en terrasse face à la mer. Pierre parlait, un verre de champagne à la main. Sa voix était claire malgré le bruit ambiant. Tu sais, Sophie, cette maison vaut au moins 10 millions d'euros. Plus les comptes bancaires, les actions du laboratoire familial, les propriétés à Paris et à Londres. Claire ne sait même pas tout ce qu'elle possède. Ses parents lui ont tout laissé, mais elle a toujours été trop naïve pour gérer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle m'a fait confiance. Quelle idiote. Sophie riait, levant son verre. Et nos enfants? Ils ne vont pas contester? Pierre a balayé l'air de sa main. Les enfants? Thomas est occupé avec sa carrière d'avocat à Paris. Marie vit au Canada avec ses 5 enfants. Lucas est en Australie depuis 10 ans. Ils ne viennent jamais. Ils ne savent rien de nos finances. Quand Claire mourra, j'annoncerai que tout était à mon nom depuis des années. Ils ne pourront rien faire. J'ai arrêté la vidéo. Mes enfants. Mes précieux enfants que j'avais élevés seuls parce que Pierre était toujours en voyage d'affaires. En voyage avec ses maîtresses, je le comprenais maintenant. Thomas, mon aîné, si sérieux, si dévoué à la justice. Marie, ma douce Marie, qui m'appelait chaque dimanche depuis Montréal. Lucas, mon aventurier, qui m'envoyait des cartes postales de Sydney. Aucun d'eux ne savait. Aucun d'eux n'imaginait que leur père était un monstre. Un voleur. Un menteur. Un homme qui attendait ma mort avec impatience. J'ai continué à fouiller dans le téléphone. Il y avait des documents. Des PDF de papier juridique. Des contrats. Des testaments modifiés. Pierre avait tout planifié méticuleusement. Il avait changé les bénéficiaires de mes assurances vie. Il avait créé des sociétés offshore aux Bahamas pour transférer mes actifs. Il avait même contacté un notaire véreux pour rédiger un faux testament me faisant léguer tout à lui en cas de décès. Puis j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Un document officiel. Un extrait d'acte de naissance. Sophie Mercier, née le 15 avril 1994 à Menton. Mère, Isabelle Mercier. Père, Pierre Dubois. Sophie était sa fille. Sa fille illégitime. Née d'une liaison qu'il avait eue alors que j'étais enceinte de Lucas. 30 ans. Il avait caché cet enfant pendant 30 ans. Il l'avait élevée en secret, lui avait payé ses études, l'avait introduite dans sa vie. Et maintenant, il couchait avec elle. Mon estomac s'est retourné. La nausée m'a submergée et j'ai couru aux toilettes pour vomir. C'était au-delà de la trahison. C'était monstrueux. Incestueux. Criminel.
Pierre n'était pas seulement un voleur. C'était un pervers. Un prédateur. Un homme sans âme. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Je devais faire semblant. Sourire à Pierre au petit déjeuner. Lui demander comment s'était passée sa journée. L'écouter mentir sur ses rendez-vous professionnels. La nuit, seul dans mon lit pendant qu'il dormait dans la chambre d'amis sous prétexte de mes insomnies, je planifiais. Ma formation en pharmacologie me revenait. Mes années passées dans le laboratoire de mon père avant mon mariage. Je n'étais pas juste une vieille femme naïve. J'avais un cerveau. Des connaissances. Des contacts. Et maintenant, une motivation. J'ai commencé par appeler mon avocat personnel, Maître Rousseau, un vieil ami de ma famille. Je lui ai expliqué la situation sans entrer dans les détails sordides. Il a été horrifié. Madame Dubois, m'a-t-il dit, votre fortune est en fidéicommis depuis 20 ans. Vos parents l'ont structurée ainsi pour protéger le patrimoine familial. Pierre ne peut rien toucher légalement sans votre signature. Tout ce qu'il a fait est illégal. Ces mots ont été ma bouée de sauvetage. Ma fortune était protégée. Les documents que Pierre avait falsifiés n'avaient aucune valeur légale. La maison était toujours à moi. Les comptes bancaires aussi. Tout. Pierre avait joué un jeu dangereux en croyant que je ne me réveillerais jamais. Mais maintenant, j'étais éveillée. Et j'étais furieuse. Maître Rousseau m'a conseillé de rassembler toutes les preuves possibles. J'ai fait des copies de tout ce qui se trouvait dans le téléphone. J'ai téléchargé les messages, les vidéos, les documents. J'ai tout stocké sur 3 clés USB différentes. Une pour moi. Une pour mon avocat. Une dans un coffre à la banque. Ensuite, j'ai contacté un détective privé recommandé par Maître Rousseau. Un homme discret qui s'est mis à suivre Pierre et Sophie. En une semaine, il m'a fourni un dossier complet. Photos d'eux ensemble dans des restaurants, des hôtels, même dans l'appartement qu'il lui avait acheté. Enregistrement de conversation. Tout était là. Mais je voulais plus. Je voulais qu'il souffre comme j'avais souffert. Je voulais qu'il soit humilié publiquement. Qu'ils perdent tout. Pas seulement l'argent. Leur réputation. Leur dignité. Leur avenir. J'ai élaboré mon plan avec la précision d'une chirurgienne. D'abord, j'ai discrètement contacté un fiscaliste. Il s'est avéré que Pierre n'avait déclaré aucune des transactions financières qu'il avait faites pour Sophie. L'appartement, la voiture, l'argent transféré. Tout était illégal fiscalement. Des centaines de milliers d'euros non déclarés. Le fiscaliste a préparé un rapport détaillé pour l'administration fiscale. Ensuite, j'ai contacté la police. J'ai déposé une plainte pour falsification de documents, pour tentative de fraude, pour abus de confiance. Mais je leur ai demandé de ne pas agir immédiatement. J'avais besoin de temps pour organiser ma vengeance finale. L'idée m'est venue un matin en buvant mon café sur la terrasse. Décembre approchait. Noël. La période où notre famille se réunissait toujours dans cette maison. Thomas, Marie et Lucas venaient avec leurs enfants. Mes petits-enfants que j'adorais. Cette année, j'allais organiser le plus grand Noël que nous ayons jamais eu. Un dîner somptueux avec toute la famille, les amis proches, les relations professionnelles de Pierre. Une 50aine de personnes. Et au milieu de cette fête, je révélerai tout. J'ai envoyé les invitations. Pierre était ravi. Il pensait que c'était mon cadeau d'adieu, ma dernière grande réception avant de mourir. Il ne savait pas que c'était son enterrement à lui que j'organisais. J'ai loué du matériel audiovisuel haut de gamme. Un écran géant pour projeter des photos de famille. Un système de son professionnel. Pierre n'a rien trouvé étrange. Nous avions toujours aimé les belles présentations lors de nos fêtes. Les semaines précédant Noël, j'ai joué mon rôle à la perfection. La grand-mère attentionnée qui prépare les cadeaux. L'épouse aimante qui demande à son mari de l'aider à choisir le menu. Pierre était détendu. Il pensait avoir gagné. Il a même invité Sophie au dîner, prétendant qu'elle était une collègue importante. J'ai souri et j'ai dit que bien sûr, elle était la bienvenue. Son arrogance me donnait de la force. La veille de Noël, tout était prêt.
Le traiteur avait livré les plats. Les tables étaient dressées avec notre plus belle porcelaine de Limoges. Les verres en cristal de baccarat brillaient sous les lustres. Le sapin géant dans le salon croulait sous les décorations. Et dans ma chambre, cachée dans mon coffre personnel, j'avais la clé USB qui allait tout détruire. Le 24 décembre, les invités ont commencé à arriver à 18h. Thomas est venu le premier avec sa femme Sophie, ironiquement, et leurs 2 enfants. Mon fils m'a serré dans ses bras, me trouvant particulièrement élégante dans ma robe Chanel noire. Marie est arrivée ensuite depuis l'aéroport, épuisée du voyage mais heureuse de me voir. Lucas, bronzé et souriant, m'a soulevé du sol en riant. Mes enfants. Mes merveilleux enfants qui ne savaient pas ce qui allait se passer. Les amis se sont succédés. Les voisins, les anciens collègues de mon père du laboratoire, les relations mondaines de Pierre. Et finalement, Sophie est entrée. Elle portait une robe rouge provocante. Ses talons claquaient sur le marbre. Elle a embrassé Pierre sur la joue, un peu trop longuement, et je l'ai salué avec un sourire glacial. Le dîner s'est déroulé magnifiquement. Les conversations étaient animées. Le champagne coulait. Les enfants riaient dans le jardin illuminé de guirlandes. Pierre présidait la table, se comportant en maître des lieux. Sophie, assise non loin de lui, me lançait des regards triomphants. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que j'étais trop vieille, trop fatiguée, trop stupide pour comprendre. À 22h, après le fromage, j'ai tapé ma cuillère contre mon verre. Le silence s'est fait progressivement. Tout le monde m'a regardé. J'ai senti mon cœur battre très fort, mais ma voix était calme quand j'ai parlé. Mes chers amis, ma chère famille, j'ai une annonce importante à faire ce soir. Pierre m'a regardé avec un sourire indulgent. Il pensait que j'allais faire un discours émouvant sur la famille, peut-être annoncer une donation à une œuvre caritative. Il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. J'ai fait signe à mon petit-fils Julien, 17 ans, passionné de technologie, qui était au courant de tout. Il a allumé le système audiovisuel. L'écran géant s'est illuminé dans le salon. J'ai commencé doucement. Cette année, j'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie. J'ai découvert qui étaient vraiment les personnes que j'aimais. L'écran a affiché la première image. Pierre et Sophie, s'embrassant dans notre jardin. La photo prise par le détective privé. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Pierre s'est levé brusquement, le visage rouge. Claire, qu'est-ce ce que tu fais? J'ai levé la main pour le faire taire. Assieds-toi, Pierre. Nous n'avons pas terminé. La deuxième image est apparue. Une capture d'écran de leur message WhatsApp. Les mots étaient grossis, lisibles par tous. Encore quelques mois et l'héritage de ta vieille sera à nous. Elle ne se doute de rien, la sénile. Le silence était complet maintenant. Tous les regards oscillaient entre l'écran, moi, Pierre et Sophie. Thomas s'est levé, blême. Maman, c'est quoi cette histoire? J'ai continué, implacable. Ce que vous voyez, mes enfants, c'est la vérité. Votre père et cette femme ont planifié ma mort pour hériter de ma fortune. Mais ce n'est pas tout. Julien, continue. Les captures d'écran se sont succédées. Les messages où il calculait combien leur coûtait mon traitement contre le cancer. Ceux où Sophie exigeait que Pierre m'élimine avant Noël. Les photos de l'appartement qu'il lui avait acheté avec mon argent. Les documents falsifiés pour mettre la maison à son nom. Chaque révélation était un coup de massue. Pierre essayait de parler, de se défendre, mais personne ne l'écoutait. Ses amis le regardaient avec dégoût. Sophie, elle, était devenue livide. Elle a essayé de se lever pour partir, mais Lucas lui a bloqué le passage. « Tu ne bouges pas » a-t-il dit d'une voix que je ne lui connaissais pas. Puis est venu le moment de la révélation ultime. J'ai regardé Pierre droit dans les yeux. Mais il y a quelque chose que même Sophie ne sait pas, ai-je dit. Julien a affiché l'extrait d'acte de naissance. Sophie Mercier, née le 15 avril 1994. Père, Pierre Dubois. Le silence qui a suivi était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Sophie a regardé le document, puis Pierre, puis de nouveau le document.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? A-t-elle crié. Pierre était figé, la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. C'est très simple, Sophie, ai-je expliqué calmement. Pierre est ton père biologique. Il t'a conçu avec ta mère Isabelle Mercier pendant que j'étais enceinte de Lucas. Il t'a caché pendant 30 ans. Il a financé toute ta vie. Et maintenant, depuis 3 ans, tu couches avec lui. C'est de l'inceste. C'est criminel. Sophie s'est effondrée sur sa chaise. Son visage était d'une pâleur mortelle. Non, 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 c'est impossible, répétait-elle. Pierre a essayé de s'approcher d'elle, mais Thomas l'a repoussée violemment. Ne la touche pas, a crié mon fils. Ne touche personne ici. Tu me dégoûtes. Pierre s'est retourné vers moi, et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Claire, je peux tout expliquer. J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois depuis des mois. Oh, tu n'as plus rien à expliquer, Pierre. Parce que tout ce que tu as fait est illégal. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. Une belle enveloppe blanche avec le sceau de mon avocat. À l'intérieur, il y a les preuves de toutes tes malversations. La falsification de documents. Les transferts d'argent illégaux. L'évasion fiscale. Les tentatives de fraude. Tout. Mon avocat a déjà transmis des copies à la police et à l'administration fiscale. Ils t'attendent dehors. Comme sur commande, on a entendu des sirènes. Les lumières bleues des voitures de police se sont reflétées sur les murs du salon. Pierre est devenu gris. Il a essayé de courir vers la porte arrière, mais 2 policiers étaient déjà entrés. Monsieur Pierre Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents, fraude fiscale, abus de confiance et tentative d'homicide. Tentative d'homicide? A répété Marie, horrifiée. J'ai hoché la tête. Il a saboté mes médicaments contre le cancer il y a 6 mois. J'ai les preuves. Des analyses du laboratoire pharmaceutique de papa ont montré que mes comprimés avaient été remplacés par des placebos. Pierre voulait que mon cancer revienne. Qu'il me tue. Les policiers ont menotté Pierre. Il hurlait maintenant, accusant tout le monde, me traitant de folle, de menteuse. Mais personne ne l'écoutait. Tout le monde avait vu les preuves. Sophie a été arrêtée aussi. Pour complicité de fraude et pour d'autres chefs d'accusation que l'enquête révélerait. Elle pleurait, se débattait, criait que c'était impossible, qu'elle ne savait rien. Mais les messages WhatsApp prouvaient le contraire. Elle savait tout. Elle avait même encouragé Pierre. Participer au plan. Réclamer ma mort. Quand la police les a emmenés, le silence est retombé sur la maison. Mes enfants m'ont entouré. Thomas pleurait, ce que je ne l'avais pas vu faire depuis qu'il était petit. Marie me serrait contre elle en répétant pardon, pardon, comme si elle était responsable. Lucas, mon petit aventurier, avait les poings serrés et les larmes aux yeux. Nous sommes restés là, ensemble, longtemps. Les invités sont partis discrètement. Certains m'ont serré dans leurs bras. D'autres étaient trop choqués pour parler. Dans les jours qui ont suivi, le scandale a éclaté dans toute la Côte d'Azur. Les journaux ont adoré l'histoire. Un homme d'affaires connu, sa maîtresse qui était en réalité sa fille, le complot pour tuer sa femme. C'était trop beau pour être ignoré. Les titres étaient partout. Inceste et meurtre sur la French Riviera. La face cachée d'un notable de Nice. Une grand-mère prend sa revanche. La presse à scandale saine est donnée à cœur joie. Des photos de Pierre menotté ont fait la une. Sophie a perdu son travail immédiatement. Son entreprise de communication a fermé du jour au lendemain. Personne ne voulait être associé à elle. Sa réputation était détruite. Elle a dû déménager, changer de ville. Mais les réseaux sociaux ne l'ont pas oubliée. Son nom était partout. Elle était marquée à vie. Pierre a été maintenu en détention préventive. Les charges étaient trop graves. L'enquête a révélé des choses encore plus sordides. D'autres femmes avec qui il avait eu des liaisons. D'autres enfants cachés peut-être. Des dettes de jeu qu'il avait payées avec mon argent. Une vie entière de mensonges. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard.
J'y ai témoigné, debout dans la salle d'audience, ma voix claire et forte. J'ai raconté tout. La trahison. La douleur. La découverte. La manipulation. Les juges m'écoutaient avec attention. L'avocat de Pierre essayait de me présenter comme une vieille femme sénile qui inventait des histoires. Mais les preuves étaient accablantes. Les experts psychiatres ont confirmé ma lucidité parfaite. Les médecins ont attesté que mes médicaments avaient bien été trafiqués. Les comptables ont démontré les transferts illégaux d'argent. Pierre a été condamné à 15 ans de prison pour fraude, falsification de documents, abus de confiance et tentative d'homicide par empoisonnement. Sophie a écopé de 7 ans pour complicité. Les deux ont été condamnés à rembourser intégralement tout ce qu'il avait volé, plus des dommages et intérêts conséquents. Mais l'argent, je n'en voulais plus. J'ai décidé de tout vendre. La maison de Nice où j'avais trop de souvenirs douloureux. Les appartements à Paris et Londres. Les actions que je possédais. Tout. Avec l'aide de Maître Rousseau, j'ai créé une fondation. La Fondation Claire Renard pour les victimes de violences conjugales et d'abus financiers. 10 millions d'euros pour aider les femmes qui, comme moi, avaient été manipulées, volées, trahies par leurs partenaires. Pour leur offrir une aide juridique, un soutien psychologique, une formation professionnelle pour retrouver leur indépendance. La fondation a été inaugurée en grande pompe. Les médias, qui m'avaient tant scruté pendant le procès, ont salué mon geste. J'étais devenue une icône malgré moi. Une femme qui avait refusé d'être une victime. Qui s'était battue. Qui avait gagné. Des lettres me sont parvenues du monde entier. Des femmes qui me remerciaient de leur avoir donné du courage. Des hommes aussi, victimes d'abus similaires. Je répondais à chacune. Pour moi, j'ai gardé juste assez pour vivre confortablement. J'ai acheté une petite maison en Toscane, près de Florence. Un endroit que j'avais toujours aimé. Une maison en pierre avec une vue sur les collines et les vignes. Un jardin où je pouvais cultiver mes propres tomates et mes herbes aromatiques. Un atelier de peinture où je passais mes matinées à créer. J'ai découvert que j'aimais peindre. Que cela me libérait. Mes enfants venaient me voir régulièrement. Thomas avait pris un congé sabbatique pour m'accompagner dans la transition. Marie m'appelait tous les jours. Lucas est venu passer 3 mois avec moi pour m'aider à m'installer. Mes petits-enfants adoraient venir en Italie. Nous faisions des pizzas ensemble. Nous allions visiter les musées de Florence. Je leur racontais l'histoire de l'art, leur apprenais l'italien. J'étais enfin libre. Libre d'être moi-même. Libre de mes choix. Libre de mes mouvements. Libre de mes pensées. Parfois, je pensais à Pierre. Enfermé dans sa cellule. Je me demandais s'il regrettait. S'il comprenait ce qu'il avait détruit. Probablement pas. Les gens comme lui ne regrettent jamais vraiment. Ils regrettent d'avoir été pris. C'est différent. Sophie, elle, m'avait écrit une lettre depuis la prison. Une longue lettre où elle s'excusait. Où elle expliquait qu'elle n'avait jamais su que Pierre était son père jusqu'au soir de Noël. Qu'elle était tombée amoureuse de lui sans connaître leur lien. Qu'elle était détruite par cette révélation. Qu'elle voulait mourir. Je ne lui ai pas répondu. Pas parce que je ne lui pardonnais pas. Mais parce que je n'avais rien à lui dire. Sa douleur ne me concernait plus. Ma vie ne tournait plus autour de leur trahison. J'avais avancé. J'étais ailleurs, dans un endroit meilleur. Dans une version de moi-même que j'avais oubliée pendant 40 ans de mariage. 1 an après le procès, j'ai reçu une visite inattendue. Thomas est arrivé à ma maison de Toscane avec une surprise. Il avait retrouvé Isabelle Mercier, la mère de Sophie. Elle voulait me rencontrer. J'ai hésité. Que pouvais-je bien dire à cette femme? Mais la curiosité l'a emporté. Isabelle était une femme de 65 ans, élégante, avec des cheveux gris et des yeux tristes. Elle s'est assise dans mon salon avec une tasse de thé que je lui avais préparée. Madame Dubois, a-t-elle commencé, je ne sais pas par où commencer. J'ai souri doucement. Appelez-moi Claire. Et commencez par le début. Elle a respiré profondément. J'avais 25 ans quand j'ai rencontré Pierre.
Je travaillais comme secrétaire dans une entreprise où il était consultant. Il était charmant, attentif, généreux. Il m'a dit qu'il était séparé de sa femme. Que le divorce était en cours. Que nous pourrions construire une vie ensemble. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Elle parlait d'une voix basse, chargée de regrets. Quand je suis tombée enceinte, il a changé. Il m'a dit que c'était trop tôt, que sa situation était compliquée. Mais il m'a promis qu'il s'occuperait de tout. Il m'a installée dans un appartement à Menton. Il payait tout. Il venait voir Sophie une fois par semaine. Elle a cru pendant des années qu'il était un père divorcé qui ne pouvait pas vivre avec nous à cause de son travail. J'ai fermé les yeux. Je voyais le schéma maintenant. Pierre avait fait la même chose avec Isabelle qu'avec tant d'autres. Les promesses. Les mensonges. La manipulation. Isabelle a continué. Quand Sophie a eu 18 ans, elle a voulu le retrouver plus souvent. Il est devenu son mentor, son conseiller. Je pensais que c'était merveilleux qu'il ait une relation père-fille. Je ne savais pas. Elle a éclaté en sanglots. Je ne savais pas qu'il transformait cette relation en quelque chose d'horrible. Je me suis levée et je me suis assise à côté d'elle. J'ai posé ma main sur la sienne. Ce n'est pas votre faute, Isabelle. C'est la sienne. Uniquement la sienne. Elle m'a regardée avec des yeux remplis de larmes. Comment pouvez-vous être si gentille avec moi? Mon silence pendant toutes ces années a permis tout cela. J'ai secoué la tête. Non. Vous étiez une victime, comme moi. Comme Sophie, d'une certaine manière, même si ses actions étaient inexcusables. Pierre est un prédateur. Il sait comment manipuler les femmes. Comment les isoler. Comment les contrôler. Nous avons parlé pendant des heures. Isabelle m'a raconté comment elle avait découvert la vérité. Comment elle avait confronté Sophie après mon dîner de Noël. Comment sa fille s'était effondrée en réalisant ce qu'elle avait fait. Sophie est détruite, m'a dit Isabelle. Elle refuse de voir Pierre. Elle suit une thérapie en prison. Elle se rend compte de l'ampleur de la manipulation dont elle a été victime. Je ne ressentais plus de colère. Juste une profonde tristesse pour toutes les vies que Pierre avait détruites. Isabelle est partie en fin d'après-midi. Avant de monter dans sa voiture, elle s'est retournée vers moi. Claire, vous êtes la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Merci de ne pas nous haïr. Je lui ai souri. La haine demande trop d'énergie. J'ai choisi la paix. Après son départ, je me suis promenée dans mon jardin. Les oliviers que j'avais plantés commençaient à produire leurs premiers fruits. Les lavandes embaumaient l'air du soir. Le soleil couchant colorait les collines d'or et de rose. C'était beau. C'était paisible. C'était ma vie maintenant. Une vie que j'avais choisie. Une vie qui m'appartenait. Les mois ont passé doucement en Italie. J'ai pris des cours de cuisine toscane avec une vieille signora du village. Elle m'a appris à faire l'épicie à la main, les papardelles au sanglier, la ribollita comme sa grand-mère la faisait. Nous rions ensemble dans sa cuisine qui sentait bon l'ail et le romarin. Elle ne savait rien de mon histoire. Pour elle, j'étais juste Claire, la Française qui s'était installée dans la vieille maison des Benedetti. C'était reposant d'être anonyme. De ne pas voir la pitié ou la curiosité dans les regards. J'ai aussi rejoint un club de lecture au village. Nous nous réunissions chaque mardi soir dans la bibliothèque municipale. Des femmes de tous âges qui aimaient les livres et le vin rouge. Nous discutions de Dante, de Calvino, de Ferrante. Parfois, nous parlions de nos vies. Mais personne ne posait de questions indiscrètes. C'était une règle tacite. Marie est venue passer tout l'été avec ses 5 enfants. Ma fille avait besoin de cette pause. Son mari travaillait trop, elle s'occupait seule de tout à Montréal. Ici, dans ma maison toscane, elle a retrouvé son sourire. Les enfants couraient dans les vignes. Ils apprenaient l'italien avec les enfants du village. Nous avons fait des excursions à Sienne, à San Gimignano, à la plage de Viareggio. Le soir, nous dînions sur la terrasse sous les étoiles. Marie me regardait avec émerveillement. Maman, tu es différente. Tu rayonnes. J'ai souri. Je suis enfin moi-même,
ma chérie. Pour la première fois depuis mes 23 ans, je suis vraiment moi-même. Elle a pris ma main. Je suis tellement fière de toi. De ton courage. De ta force. Tu nous as tous sauvés en révélant la vérité. Pas seulement toi. Nous aussi. Nous vivions dans un mensonge sans le savoir. C'était vrai. Mes enfants avaient dû faire leur propre travail de guérison. Thomas avait consulté un thérapeute pour comprendre comment il n'avait rien vu. Comment son père avait pu être un tel monstre sous ses yeux. Marie avait pleuré pendant des semaines, se sentant coupable d'avoir vécu si loin, de ne pas avoir été là pour me protéger. Lucas, lui, avait traversé une phase de colère intense. Il voulait aller en prison pour frapper Pierre. Il avait fallu du temps pour qu'il accepte que la justice s'en charge. Mais maintenant, tous les trois allaient mieux. Ils avaient coupé tout contact avec leur père. Ils ne lui écrivaient pas. Ne lui rendaient pas visite. Pour eux, Pierre Dubois était mort. Nous avions même organisé une sorte de cérémonie symbolique un soir d'été. Nous avions brûlé toutes les photos où il apparaissait. Toutes les lettres. Tous les souvenirs. C'était libérateur. Cathartique. Nécessaire. En septembre, j'ai reçu un appel de Maître Rousseau. Madame Dubois, j'ai des nouvelles. La Fondation a aidé sa 100e femme aujourd'hui. 100 femmes qui ont pu échapper à des situations similaires à la vôtre. Reconstruire leur vie. Retrouver leur dignité. J'ai senti les larmes monter. C'était pour ça que tout cela en valait la peine. Mon avocat a continué. Et il y a autre chose. Pierre demande à vous voir. Il dit qu'il veut s'excuser. J'ai ri. Un rire amer. Non. Dites-lui que je ne viendrai pas. Que je n'ai rien à entendre de lui. Que cette partie de ma vie est terminée. Maître Rousseau a hésité. Il prétend qu'il est malade. Qu'il n'a plus beaucoup de temps. Que c'est important. J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai répondu fermement. S'il veut faire la paix avec sa conscience, qu'il le fasse avec un prêtre ou un psychologue. Moi, je n'ai plus rien à lui offrir. Pas même ma présence. J'ai raccroché et je me suis sentie incroyablement légère. C'était la dernière chaîne qui me reliait à lui. Et je venais de la briser. Pierre pouvait vivre ou mourir. Cela ne me concernait plus. Ma vie était ici, en Toscane, entourée de beauté et de paix. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une autre lettre. Pas de Pierre cette fois. De Sophie. Elle avait été transférée dans une prison avec un programme de réhabilitation spécialisé pour les victimes de manipulation psychologique. Sa lettre était différente de la première. Plus mature. Plus consciente. Madame Dubois, écrivait-elle, je ne vous demande pas de me pardonner. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai enfin compris. Mon père, et je peux à peine écrire ce mot maintenant, m'a manipulé depuis l'enfance. Il m'a conditionné à dépendre de lui. À chercher son approbation. À faire tout ce qu'il voulait. La relation que nous avions n'était pas de l'amour. C'était de l'emprise. Du contrôle. De l'abus. Elle continuait. Je vais passer les prochaines années à me reconstruire. À comprendre qui je suis vraiment en dehors de lui. À expier mes erreurs. Quand je sortirai, je consacrerai ma vie à aider d'autres victimes d'inceste et de manipulation. Je sais que cela ne répare rien. Mais c'est tout ce que je peux faire maintenant. Cette lettre, je l'ai gardée. Pas par pardon. Je n'étais pas encore prête pour ça. Mais parce qu'elle montrait qu'au moins une personne avait compris. Avait changé. Et quelque part, c'était important. L'hiver est arrivé en Toscane. Les collines se sont couvertes de brume. J'ai passé mes journées près de la cheminée, à lire, à peindre, à tricoter des écharpes pour mes petits-enfants. Le village organisait des marchés de Noël. J'y vendais mes confitures maison et mes aquarelles. Les touristes aimaient mes peintures des paysages toscans. Une galerie d'art de Florence m'a même proposé une petite exposition. Moi, qui n'avais jamais touché un pinceau avant mes 68 ans. L'exposition a eu lieu en février.
20 de mes tableaux exposés dans une petite galerie du quartier de El Oltrarno. Mes enfants sont tous venus. Mes petits-enfants aussi. Il y avait du monde. Des critiques ont écrit des choses gentilles sur mon travail naïf mais sincère, ma palette de couleurs lumineuses, mon regard plein d'espoir sur le monde. J'ai vendu presque tous mes tableaux. Avec l'argent, j'ai acheté du matériel d'art pour une école du village voisin qui n'avait pas de budget. C'était devenu mon nouveau mode de vie. Créer. Donner. Aider. Vivre simplement. Le soir du vernissage, nous avons dîné tous ensemble dans un restaurant de Florence. Mes 3 enfants, mes 8 petits-enfants, et moi. Thomas a porté un toast. À maman, qui nous a appris que la vie peut recommencer à n'importe quel âge. Que la force n'a pas de limite. Que la dignité ne peut jamais être volée, seulement abandonnée. Et maman ne l'a jamais abandonnée. J'ai pleuré. Des larmes de joie cette fois. De gratitude. D'amour. Ma famille était là. Intacte malgré tout. Plus forte même. Nous avions survécu à la tempête. Et nous en étions sortis plus unis que jamais. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel florentine, j'ai repensé à tout ce chemin parcouru. De cette femme brisée qui avait vu son mari embrasser sa maîtresse dans le jardin à cette femme libre qui exposait ses peintures dans une galerie. Combien de fois j'avais voulu abandonner ? Combien de nuits j'avais pleuré ? Combien de moments j'avais douté de ma force ? Mais j'avais tenu bon. Je m'étais battue. Non pas avec violence ou cruauté. Mais avec intelligence. Avec dignité. Avec cette force tranquille que les femmes de ma génération possèdent sans même le savoir. Le printemps est revenu. Mon jardin a explosé de couleurs. Les roses anciennes que j'avais plantées embaumaient l'air. Les iris violets bordaient l'allée. Les glycines grimpaient sur la pergola. Je passais mes matinées à jardiner, mes mains dans la terre, le soleil sur mon dos. C'était thérapeutique. Chaque fleur que je plantais était une promesse de renouveau. Chaque mauvaise herbe que j'arrachais était un mauvais souvenir que j'éliminais. J'avais 69 ans maintenant. Mon corps n'était plus ce qu'il était. Mais mon esprit était plus libre que jamais. Je me sentais vivante. Vraiment vivante. Pour la première fois depuis des décennies. Un matin d'avril, en allant chercher mon pain au village, j'ai croisé Marco. Marco était le fils de ma signora de cuisine. Un homme de 50 ans, veuf depuis 3 ans, professeur de littérature à l'université de Sienne. Nous avions discuté plusieurs fois au marché. Il était cultivé, drôle, gentil. Ce matin-là, il m'a invité à prendre un café. J'ai accepté. Nous nous sommes assis à la terrasse du café principal, face à l'église du village. Nous avons parlé de livres, de voyages, de la beauté de la Toscane. Il ne m'a pas posé de questions sur mon passé. Je ne lui ai pas parlé de Pierre. Nous étions juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre. En le quittant, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. J'avais passé 1 heure avec un homme sans anxiété. Sans méfiance. Sans cette tension que j'avais toujours ressentie avec Pierre. Marco était juste, agréable. Nous avons commencé à nous voir régulièrement. Des cafés. Des promenades. Des discussions. Il m'a invité à un concert à Sienne. J'ai accepté. Mes enfants étaient ravis quand je leur ai parlé de lui. Maman qui recommence à vivre, disait Marie avec joie. Tu le mérites tellement. Je ne sais pas si Marco deviendrait quelque chose de plus. Et je m'en fichais. Ce n'était pas le but. Le but était de vivre. De profiter. D'apprécier chaque instant. D'être ouverte aux possibilités. J'avais compris que la vie n'était pas terminée à 68, 69, 70 ans. Elle continuait. Elle évoluait. Elle s'enrichissait. 1 an et demi après le procès, j'ai reçu un appel de Maître Rousseau. Pierre était mort. Une crise cardiaque en prison. Il avait 74 ans. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon banc dans le jardin. J'ai attendu de ressentir quelque chose. De la tristesse ? Du soulagement ? De la colère ? Mais il n'y avait rien, juste un vide.
Pierre était mort. Et je me rendais compte qu'il était mort pour moi depuis longtemps déjà. Depuis ce jour dans le jardin de Nice. Depuis que j'avais découvert qui il était vraiment. Je n'ai pas assisté à son enterrement. Mes enfants non plus. Il a été enterré dans un cimetière près de la prison, dans une tombe simple. Personne n'est venu. Personne ne l'a pleuré. C'était triste. Mais c'était juste. J'ai pensé à écrire une lettre à Sophie pour lui annoncer. Puis j'ai décidé de ne pas le faire. Elle l'apprendrait bien assez tôt. Et ce n'était plus mon rôle de gérer ses émotions. Ma vie continuait sans eux. J'ai organisé une fête dans mon jardin pour mes 70 ans. 50 personnes. Ma famille. Mes nouveaux amis italiens. Mes voisins. La signora qui m'avait appris à cuisiner. Marco et sa famille. Maître Rousseau qui avait fait le déplacement depuis Nice. Le directeur de ma fondation qui était venu présenter le bilan. 200 femmes aidées maintenant. 200 vies sauvées. Transformées. C'était mon vrai héritage. Pas les millions que j'avais hérités de mes parents. Mais ces vies que j'avais touchées. Ces femmes que j'avais aidées à se libérer. Ces histoires que j'avais changées. Nous avons dansé ce soir-là. De la musique italienne, française, des années 60. J'ai dansé avec mes fils. Avec mes petits-fils. Avec Marco qui me faisait tourner en riant. J'ai dansé jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal et que mes joues me fassent mal à force de sourire. À minuit, quand tout le monde était parti, je me suis assise sur ma terrasse avec une dernière coupe de Prosecco. Les étoiles brillaient dans le ciel toscan. Les grillons chantaient dans les vignes. L'air sentait le jasmin et la terre chaude. Et j'ai pensé à cette femme que j'avais été. Cette femme de 68 ans qui avait vu son monde s'effondrer. Qui avait découvert la pire des trahisons. Qui avait voulu mourir. Et j'ai pensé à la femme que j'étais devenue. Cette femme de 70 ans qui avait reconstruit sa vie. Qui avait trouvé sa force. Qui avait choisi la dignité plutôt que la destruction. Qui avait transformé sa douleur en action. Son traumatisme en mission. Sa colère en justice. J'ai levé mon verre vers le ciel. Vers mes parents qui m'avaient laissé l'héritage qui m'avait sauvé. Vers toutes les femmes qui avaient vécu ce que j'avais vécu. Vers moi-même, cette survivante dont j'étais si fière. Aujourd'hui, à 70 ans passés, je vis ma meilleure vie. Je peins. Je jardine. Je cuisine. J'enseigne le français aux enfants du village. Je voyage avec Marco qui est devenu mon compagnon. Pas mon mari. Juste mon compagnon. Nous avons visité la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Nous planifions un voyage au Japon pour le printemps prochain. Ma fondation continue son travail. Elle a ouvert 3 bureaux maintenant. À Paris, à Lyon, à Marseille. Des avocates, des psychologues, des assistantes sociales qui aident les femmes à se libérer. Qui les accompagnent dans leur reconstruction. Des centaines de femmes chaque année. Et chaque fois que je lis un témoignage de femme qui a réussi à partir, à se reconstruire, à retrouver sa dignité, je sais que mon histoire en valait la peine. Que ma douleur n'a pas été vaine. Qu'elle a servi à quelque chose de plus grand que moi. Sophie est sortie de prison il y a 6 mois. Elle a changé son nom. Elle vit dans le sud de la France, dans une petite ville où personne ne la connaît. Elle travaille comme bénévole dans un centre d'aide aux victimes d'abus. Elle ne m'a jamais recontacté. C'est mieux ainsi. Nous avons toutes les deux tourné la page. Chacune à notre manière. Mes enfants viennent me voir régulièrement. Mes petits-enfants passent leurs vacances chez moi. Ils adorent l'Italie. Ils apprennent la langue. Ils découvrent une grand-mère qu'ils ne connaissaient pas vraiment avant. Une femme forte. Indépendante. Joyeuse. Ils me posent parfois des questions sur ce qui s'est passé. Sur leur grand-père. Sur Sophie. Je leur réponds honnêtement. Sans haine. Sans amertume. Juste les faits. Et la leçon que j'ai apprise. Que la dignité ne peut jamais nous être volée. Seulement abandonnée. Et que tant qu'on respire, on peut recommencer. Ce matin,
en me réveillant dans ma maison toscane, avec le soleil qui entrait par les volets, le chant des oiseaux qui remplissait l'air, l'odeur du café que Marco préparait en bas, j'ai souri. Un vrai sourire. Profond. Sincère. J'ai 70 ans. J'ai survécu à un cancer. À une trahison monumentale. À la découverte que l'homme avec qui j'avais passé 40 années de ma vie était un monstre. Mais je suis là. Vivante. Libre. Heureuse. Et si je pouvais dire quelque chose à toutes les femmes qui vivent ce que j'ai vécu, ce serait ceci: ne restez jamais par peur. Ne vous laissez jamais voler votre dignité. Ne croyez jamais que c'est trop tard pour recommencer. À 68 ans, j'ai repris ma vie en main. Et aujourd'hui, je vis mes plus belles années. La vengeance n'était pas dans la destruction. Elle était dans la reconstruction. Dans le fait de vivre bien. De vivre libre. De vivre vraiment. Pierre a embrassé sa maîtresse devant moi. Alors j'ai pris mes 10 millions de dollars, ma dignité, ma force, et j'ai divorcé. Mais surtout, j'ai divorcé de la femme que j'étais. Et j'ai épousé celle que je suis devenue. Et c'est la plus belle histoire d'amour de ma vie.